Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire une petite update sur le matériel que j'utilise pour faire de l'aquarelle. Parce que maintenant ça commence à faire pas mal d'années que je fais de l'aquarelle. Ma pratique s'est un petit peu professionnalisée, je vends de l'aquarelle, je vends des portraits de maison à l'aquarelle. Si ça vous intéresse, vous pouvez passer sur mon site d'ailleurs. Et du coup, depuis la dernière fois où j'ai fait cette vidéo, qui était il y a quelques années maintenant, le matériel que j'utilise a un petit peu changé, et donc je me suis dit que ça vous intéresserait peut-être de voir ce que j'utilise. Petit disclaimer avant de commencer, je vais vous présenter du matériel qui est adapté à une pratique professionnelle de l'aquarelle, parce que ça fait partie de mes activités professionnelles, mais vous pouvez tout à fait commencer l'aquarelle avec pour beaucoup moins cher de matériel. La preuve, moi j'ai commencé avec une boîte d'aquarelle qui m'a coûté 9 € et un lot de pinceaux à peut-être 5 € les 5. Donc vraiment, ne partez pas du principe qu'il vous faut absolument tout ce matériel-là pour faire de l'aquarelle, c'est pas vrai du tout, c'est juste que ça commence à faire de très nombreuses années que j'en fais maintenant, donc j'ai accumulé du matériel, et vu que c'est ma pratique professionnelle, j'utilise du matériel professionnel. Mais vraiment, vous pouvez commencer l'aquarelle à pas cher, et d'ailleurs si ça vous intéresse que je vous propose une vidéo où je vous propose des kits de départ d'aquarelle avec différents budgets, comme par exemple 15 €, 30 €, 50 €, et vous recommandez du matériel qui va vous permettre de pouvoir commencer dans de bonnes conditions dans votre budget. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresserait en commentaire, parce que moi je trouve que c'est plutôt intéressant, parce que je suis la première à dire que pour commencer à faire de l'aquarelle, on n'a pas besoin d'investir des dizaines et des dizaines et des dizaines d'euros, c'est absolument pas nécessaire. Donc on va essayer de faire ça dans l'ordre de conception d'une illustration, donc depuis le croquis de base, l'esquisse, la mise à l'encre, l'aquarelle, la finition, etc. Donc du coup, on va commencer par parler de papier. Alors comme support, j'utilise essentiellement deux papiers différents. D'un côté, le papier 100% coton de la marque Arche, en grain satiné, donc qui est pressé à chaud et qui est très lisse, et de l'autre, le papier mixte média de chez Strathmore, qui est un papier qui n'est pas spécifiquement pour l'aquarelle, mais c'est d'ailleurs pour ça que je l'utilise. Donc quand on compare les deux, on voit que le papier Arche est légèrement blanc cassé, là où le papier Strathmore est très blanc. Et c'est d'ailleurs pour ça que je l'aime beaucoup et que je l'utilise, car il va vraiment avoir un rendu des couleurs presque pop, là où le papier Arche va vraiment apporter de la luminosité au pigment, mais leur rendre un petit côté un petit peu plus doux. Sinon, j'utilise le papier Arche quand je sais que je vais travailler avec beaucoup d'eau, faire des lavis, parce qu'il résiste extrêmement bien à une grande quantité d'eau. C'est parce qu'il est 100% coton, donc du coup, il a une capacité à absorber beaucoup d'eau et à la conserver longtemps. Là où le papier Strathmore va un peu moins absorber l'eau, mais par contre va me permettre de faire des détails très précis, parce que du coup, les pigments vont moins fuser. C'est pour ça que je me sers des deux. Du coup, pas du tout de manière indifférenciée, c'est vraiment selon le type d'illustration que je vais vouloir faire. Si j'ai envie d'avoir quelque chose d'un petit peu plus flou, un petit peu plus onirique, je vais aller sur le papier Arche. Si j'ai besoin de faire quelque chose de plus technique, de plus précis, je vais aller sur le papier Strathmore. Avant même de me lancer sur le papier aquarelle, j'ai toujours une phase d'esquisse préliminaire que je vais faire dans ce petit carnet-là, qui est un carnet que j'ai acheté chez Habitat, je crois, donc juste parce que j'aimais bien la couverture et que c'était du papier à dessin. C'est un carnet de croquis lambda, le papier n'a rien d'exceptionnel ni rien de catastrophique, il n'est pas très épais, il n'est pas fait pour l'aquarelle, mais en même temps je m'en fiche, c'est pour faire du croquis, et honnêtement c'est pas un carnet, qui a une grande valeur esthétique à mes yeux, c'est vraiment juste un outil de travail. Et du coup, dedans, on peut voir plein de petits croquis, plus ou moins utilisés, on va dire, et voilà, avec des petites vignettes de composition, par exemple, pour des illustrations, des zooms sur des personnages, enfin bref, c'est vraiment juste un outil de travail, mais je dois bien avouer que je trouve ça assez sympa de voir petit à petit le carnet se remplir avec tous les projets, je trouve ça assez chouette, et j'ai quelque part hâte de l'avoir fini et de pouvoir le refeuilleter pour voir un petit peu ce que j'ai pu faire précédemment. Une fois que mon esquisse est faite, que je sais là où je vais, et que donc j'ai choisi le papier en fonction de mon esquisse, je vais commencer à préparer mon support. Alors, contrairement aux aquarellistes traditionnels, je ne tends pas mon papier humide, parce que vu ma pratique, ça n'est pas nécessaire. Après, j'ai ce qu'il faut pour les tendre humides, je sais faire, mais honnêtement,
je le fais jamais. Et par contre, je vais effectivement fixer mon papier sur une feuille de carton. Vous les voyez ici. Donc ces cartons que j'utilise, en fait, c'est des dos de carnet de croquis que je conserve, parce que ils ont l'épaisseur suffisante pour pouvoir tenir le coup. Et je viens fixer ma feuille avec un double scotchage, ce qui est un petit peu excessif, j'en conviens, mais je dois bien avouer que c'est ce qui marche le mieux, donc c'est un peu gâché du scotch, mais j'essaye de le réutiliser plusieurs fois quand même, et donc je commence par du scotch de peintre. J'essaye de toujours utiliser celui de la marque 3M, parce que je trouve que c'est celui qui se décolle le mieux et qui arrache le moins mon papier quand je vais le décoller. Et ensuite, je viens faire un cadre au masking tape, tout autour de ma feuille. Ça n'est pas pour fixer la feuille au carton, c'est uniquement pour avoir un cadre régulier tout autour de mon illustration. Et je trouve que sur les formats sur lesquels je travaille, donc du A4 au A2, la largeur du masking tape est juste parfaite pour avoir le cadre blanc tout autour qui soit bien proportionné avec l'illustration. Alors maintenant, on va parler d'une petite phase qui est très importante, mais qui chez moi est de plus en plus facultative, parce que plus le temps passe et moins je fais de crayonner. Donc on va parler du crayonné. Je fais encore des crayonnés quand il s'agit d'illustrations vraiment précises, où il y a par exemple des personnages qui ne sont pas vraiment dans ma zone de confort, ou bien des perspectives vraiment compliquées. Et dans ces cas-là, je vais donc faire un crayonné que je vais pouvoir gommer, retravailler, etc. Mais quand il s'agit par exemple uniquement de dessiner une maison ou un château par exemple, c'est des choses que j'arrive à faire directement à l'encre, et personnellement j'aime bien travailler directement à l'encre parce que j'aime bien que mes traits de construction soient encore apparents, qu'on voit un petit peu le travail de construction. Je trouve que c'est intéressant visuellement, et du coup, plus le temps passe et moins je fais de crayonnés. Mais donc, quand je fais des crayonnés, j'utilise depuis extrêmement longtemps ces critériums-là que j'aime beaucoup, c'est les Pilote Super Grip 05 ou 07. Oui, j'utilise deux épaisseurs différentes selon l'usage. Mon 05 a des mines bleues, mon 07 a des mines noires. Elles n'ont pas du tout le même usage. Donc les mines bleues, c'est des mines de chez Faber-Castell en ce moment. C'est pas celles que je préfère, mais vu qu'on en trouve assez peu, je prends ce que je trouve en marque. Et celle-ci, je crois que c'est des Staedtler, mais je suis même pas sûre. Et j'utilise ces deux critériums pour des projets différents. C'est-à-dire que quand je vais tracer des perspectives à la règle calculée, je vais utiliser de la mine bleue parce que c'est un crayonné sur lequel je vais passer beaucoup de temps, et la mine bleue a le gros avantage de ne pas s'effacer lorsqu'on va passer le poignet. Or, je suis gauchère et donc du coup, je passe mon temps à frotter avec ma main sur ce que je suis en train de dessiner. Et donc, la mine bleue, pour ça, c'est super. En plus, ça va me permettre de pouvoir superposer assez facilement les crayonnés. La mine noire, je vais m'en servir lorsque je vais devoir beaucoup gommer. Et donc, souvent, la mine bleue, c'est quelque chose que je vais utiliser quand je vais reproduire ensuite mon dessin sur le papier aquarelle. La mine noire, c'est ce que je vais utiliser lorsque vu que c'est du graphite, donc je peux le gommer, donc c'est ce que je vais utiliser quand je vais travailler directement sur le papier aquarelle. Au niveau gomme, je vais utiliser 3 gommes différentes, donc la gomme mie-de-pain qui va me servir à adoucir mon crayonné avant de faire mon ancrage, donc ça va me permettre de l'effacer mais pas complètement, pour qu'il se voit encore, mais que je ne sois pas trop perturbée entre est-ce que j'ai déjà ancré ça ou est-ce que c'est encore du crayon. Ensuite, lorsque je vais vouloir gommer quelque chose de vraiment précis, je vais utiliser une gomme de chez Mono Zero, alors c'est Tombow la marque, et c'est une petite gomme très précise qui fonctionne comme un critérium. Et sinon, lorsqu'il va falloir supprimer tout mon crayonné, je vais utiliser une bonne vieille gomme Staedtler. Après, là en ce moment j'ai une Staedtler, mais une gomme blanche, tout ce qui est plus classique, c'est très bien. Ensuite, vu que je dessine beaucoup d'architecture, de trucs géométriques, de choses comme ça, j'ai forcément toujours du matériel de géométrie pas loin de moi. Règles, équerres, compas, rapporteur un petit peu moins, mais ça m'est déjà arrivé de m'en servir. J'ai toujours tout ça sur mon bureau, pas très loin. Et en particulier ces petits réglés en métal là, que j'aime beaucoup parce qu'ils sont extrêmement fins, extrêmement légers, on voit vraiment bien ce qu'on fait, ils sont pratiques, c'est comme une troisième main pour moi finalement quelque part. Et n'ayez vraiment pas honte de vous servir de matériel de géométrie. Oui, il faut savoir dessiner des lignes droites, à peu près droites à la main, mais honnêtement, c'est quand même extrêmement pratique de se servir d'une règle, il n'y a pas de honte à ça. Tout ce qui vous permet de faire les images que vous voulez réaliser, servez-vous-en. Il n'y a pas de raison de s'handicaper juste pour le principe, donc si utiliser une règle vous permet de faire des images qui vous plaisent plus, utilisez une règle.
fois que mon crayonné est prêt, comme je vous le disais, je vais me servir de la gomme mie-de-pain pour l'effacer un petit peu et je vais passer à l'ancrage. 99,9% du temps, je fais mon ancrage avec des stylos à pointe calibrée à encre waterproof. Il y a deux marques que j'utilise principalement, les Micron de chez Pigma et les Unipin. Honnêtement, j'aime bien les deux. Les Microns étaient mes chouchous pendant très longtemps, et puis j'ai utilisé ce kit-là, ou alors honnêtement, sur les 9, il y en a 4 dont je me sers pas vraiment, mais j'aime vraiment beaucoup les très très fins. Je les trouve vraiment très agréables. Le truc, c'est que moi, je garde mes stylos extrêmement longtemps volontairement, parce qu'en fait, j'aime bien quand ils sont un petit peu usés, parce que ça me permet de pouvoir avoir un côté un petit peu crayonné que je trouve assez sympa, et ça me donne un trait un petit peu plus dynamique, un petit peu plus délicat. Et du coup, je les garde très très longtemps. Et petite astuce pour vous repérer, lorsque vous avez acheté les mêmes stylos à répétition et que vous ne savez plus lesquels sont les plus neufs, lesquels sont les plus anciens, en fait, je mets des petites bandes de masking tape sur les plus anciens. Du coup, je sais que celui-là, c'est un vieux 02. Et ceux-là, c'est des plus récents, parce qu'ils n'ont pas le scotch. Et quand celui-là va vraiment plus fonctionner, je vais le jeter, je vais mettre du masking tape sur ceux-là, et je vais racheter des neufs derrière. Donc ceux-là, c'est la première fois que je les achète. Ils sont vraiment très très bien, honnêtement, je les aime vraiment beaucoup. Et du coup, il n'y a pas encore de masking tape, parce que c'est la première fois que je m'en sers, et j'ai pas encore des anciens. Mais ils sont vraiment de super qualité, et ce que j'adore, c'est que les pointes les plus fines survivent vraiment longtemps. Là où les Pigma Micron, c'est vrai que j'ai tendance à écraser les mines les plus fines un petit peu trop vite à mon goût. Là, celles-là, je trouve qu'elles ont vraiment une bonne longévité. Donc du coup, c'est un peu mon coup de cœur récent. Après, je vous dirai ce que ça donne à vraiment long terme. Mais globalement, vous pouvez pas vous louper avec ces deux marques-là. Après, si ça vous intéresse d'avoir des comparaisons entre différents feutres et différents stylos pour l'aquarelle, j'ai fait une vidéo où je vous fais tout un tas de swatch de plein de stylos différents. Alors, il n'y avait pas ceux-là parce que je les avais pas encore à l'époque, mais il y a vraiment plein de marques différentes, y compris du stylo Bic, du Posca, des choses comme ça. Donc n'hésitez pas, je vous mets le lien juste en dessous et quelque part par là. Une fois que l'ancrage est fait, on va pouvoir passer à ce que je préfère, c'est-à-dire la mise en couleur. Du coup, parlons déjà un petit peu peinture. Là, pour le coup, sur ça n'a vraiment pas beaucoup changé au fur et à mesure des années, parce que je suis restée sur la même marque et la même gamme de produits. C'est-à-dire qu'en fait, j'utilise au quotidien des aquarelles en tube de la marque Sennelier, donc ces tubes-là. Il se trouve qu'on m'avait offert une boîte de tubes Sennelier, et il y a maintenant peut-être 5 ou 6 ans, un truc comme ça, et je les aime toujours autant, et je continue à racheter celles que j'ai vidées. Alors j'ai vidé 2 couleurs principalement, et je rachète des nouvelles couleurs aussi, ce qui fait que... Mais je reste quand même relativement raisonnable, vous voyez là c'est ma collection en entier. Donc j'utilise à 99,9% des aquarelles Sennelier en tube. Je vais pas les utiliser toujours fraîchement dans les tubes. Si je le fais, ça va être sur ces petites palettes qui ne sont pas des palettes, c'est des plats en porcelaine de Limoges. J'aime beaucoup utiliser de la porcelaine blanche comme palette, que ce soit des assiettes, des petits plats comme ça, parce que la porcelaine c'est vraiment pas poreux du tout, et donc les pigments ne vont pas rester à l'intérieur, contrairement au plastique où les pigments de l'aquarelle vont finir par tacher le plastique, que sur la porcelaine ça n'arrive jamais. Et en plus, comme vous voyez, je garde les pigments et puis je m'en resserre au fur et à mesure. Souvent, ce que j'essaye de faire, c'est de me servir de mes restes après une illustration pour faire des petites pochades dans mes carnets de croquis, des choses comme ça. J'essaye de vraiment réutiliser un maximum l'aquarelle. C'est pour ça que je vide les tubes assez lentement. Et ensuite, ma palette principale, c'est celle-ci. Donc c'est une palette en plastique, malheureusement, mais j'ai pas encore trouvé un équivalent aussi pratique en céramique. Et donc c'est une grande palette double, et vous voyez en fait j'ai des tas de couleurs. En fait c'est les tubes que j'ai fait sécher, et j'ai quand même pas mal d'espace pour faire des mélanges. Je la lave peut-être une fois par an, parce que généralement j'aime bien ces couleurs un petit peu salies, un petit peu plus ternes. Je trouve ça plus intéressant généralement que celles qui sont directement sorties des tubes. Je vais la nettoyer peut-être 1 à 2 fois par an, pas plus, lorsque vraiment j'ai plus du tout de place pour faire des mélanges et que tout devient gris. Mais sinon en fait je trouve que les gris
qui se créent quand on a des restes de mélange comme ça sont super beaux et super intéressants. Donc je m'en sers assez souvent comme ça. Et donc oui, c'est une palette que j'ai achetée sur un grand site de vente en ligne, dont je ne citerai pas le nom parce que je n'ai pas très envie de leur faire de la pub, parce que éthiquement je ne suis pas forcément très alignée avec leurs valeurs, mais ça commence à faire pas mal d'années que je l'ai, elle commence à être un petit peu jaunie, un petit peu tachée, mais je n'arrive pas à lui trouver de remplaçant qui soit aussi léger, compact, pratique, et qui puisse tenir autant de couleurs, même si vous voyez que je commence à avoir des tas de couleurs qui ne sont pas dans les godets parce que je n'ai pas assez de place dedans, mais je trouve pas encore de remplaçant. Si vous avez une idée de ce que je pourrais utiliser pour la remplacer, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Vous avez vu, je fais ma youtubeuse. Mis à part l'aquarelle, j'utilise un tout petit peu de gouache blanche aussi. Là c'est un tube le Franc-Bourgeois pour les enfants, mais sinon j'utilise aussi la gouache blanche de chez Imi de temps en temps, parce que j'ai la palette, donc autant que je m'en serve. Et ça va me permettre de pouvoir rapporter un petit peu de lumière par endroit, de pouvoir rapporter des nuages. Après, le fait que ce soit pas de la gouache de très bonne qualité, vu que je l'utilise pas forcément pour son opacité totale, mais plus pour pouvoir faire des choses un petit peu délicates, des lavis, ça me gêne pas tellement d'en avoir une vraiment pas chère. Sinon, j'utilise un tout petit peu de drawing gum parfois, du fluide de masquage, mais honnêtement très très rarement, je déteste ça, je déchire toujours mon papier quand je m'en sers, ça me rend folle. Donc c'est pas quelque chose que je vous recommanderais particulièrement. Celui-là, c'est celui que je trouve le moins pire pour le moment, c'est celui de chez Campus. Campus, c'est la marque low cost de chez Raphaël, je crois. Et honnêtement, il est... c'est du fluide de masquage, je le déteste profondément, mais disons que celui-là, je le déteste un petit peu moins que les autres. Dans les petits conseils, je me sers toujours de pots de confiture. Donc là, c'est des pots le parfait, que j'utilise aussi comme pot à crayon d'ailleurs. J'aime bien le fait d'utiliser des pots de confiture, je trouve que le format est vraiment bien, et comment dire, vu que c'est des pots en verre, pareil, c'est comme la céramique, l'aquarelle ne vient pas trop, ne rentre pas dedans, c'est pas poreux, ça se conserve bien, et puis le fait d'avoir une grande ouverture, c'est vraiment pratique, et en plus, ceux qui me suivent sur Instagram savent que j'ai tendance à confondre mon pot à eau d'aquarelle et ce que je suis en train de boire, et du coup quand je me sers de pot de confiture comme ça, j'ai un peu moins tendance à les confondre avec un verre, et du coup je bois un peu moins mon eau d'aquarelle, ce qui n'est peut-être pas le truc le meilleur pour ma santé en plus, donc j'aime bien ces pots-là. Et pour finir, au niveau pinceau, je vous ai sorti plusieurs marques, mais en réalité, 99,9% du temps, j'utilise les Soft Aqua de chez Raphaël. Un truc qui est important pour moi, c'est d'utiliser des pinceaux qui sont en poil synthétique et pas en poil naturel. Je sais que c'est moins qualitatif comme pinceau, souvent on dit toujours que les poils naturels sont mieux pour l'aquarelle, mais j'ai un peu du mal avec l'idée d'utiliser de la queue d'écureuil pour peindre. Donc dans l'absolu, j'essaye d'utiliser au maximum des, vous voyez, ces imitations écureuil, petit gris, donc c'est du poil synthétique, et ça c'est quelque chose qui est un peu important pour moi. Après, vous faites bien comme vous voulez, hein, mais il se trouve que j'arrive à me servir de pinceaux qui sont synthétiques. Donc j'utilise des pinceaux qui sont synthétiques, et vraiment les Soft Aqua de Raphaël, c'est ceux que j'ai trouvé qui ont le meilleur rapport qualité-prix, parce que il est hors de question que je mette 50 € dans un pinceau, j'arrive pas à me faire à l'idée de mettre 50 € dans un pinceau, et ceux-là, ils sont à un prix relativement raisonnable par rapport à la qualité. Ils s'usent un petit peu vite à mon goût, mais je les trouve vraiment très agréables, j'arrive à faire des choses vraiment détaillées, et vous voyez, ils existent aussi en pinceau à la vie, donc là c'est leur plus petit pinceau à la vie, et il commence à se faire un petit peu vieux, celui-là, on voit que les poils ils commencent à avoir fait leur temps, mais vraiment c'est ceux que j'utilise 99% du temps, donc qui travaillent dur. En pinceau à la vie, vu qu'on en parle, étonnamment, le pinceau à la vie de chez Sostrengren, qui doit coûter peut-être 2 € je crois, est plutôt pas si mal. Alors vous voyez qu'il reste quand même assez très rond, difficile de faire des détails précis avec, mais il tient vraiment beaucoup d'eau, il est tout doux, il est vraiment pas mal du tout pour le prix, enfin... Quand on compare les deux, honnêtement, celui-là m'a coûté probablement 14 €, celui-là m'en a coûté moins de 2, et la différence n'est pas flagrante non plus, donc n'hésitez pas, Sostrengren, les pinceaux sont parfois pas si mal. Dans les autres marques que j'utilise aussi de temps en temps, il y a les Graduate de Daler-Rowney, qui sont des pinceaux vraiment pas très chers, que j'ai acheté, je crois peut-être 5 balles le lot de 3, un truc comme ça,
Ils seront pas exceptionnels pour l'aquarelle, en tout cas pas pour l'aquarelle telle que je la travaille moi, mais par contre pour faire des petits détails à la gouache, ils sont vraiment pas mal du tout. Et enfin, j'utilise aussi quelques Aqua Elite de chez Princeton. Étonnamment, ils sont censés être faits pour l'aquarelle, mais personnellement je les trouve trop rigides pour l'aquarelle, et je trouve qu'ils sont un petit peu trop ronds. Honnêtement, je m'en suis assez peu servi, et vous voyez, ils sont pas très pointus. Mais par contre, j'aime beaucoup travailler la gouache avec. Je fais assez peu de gouache, mais les quelques fois où j'en le fais, j'utilise souvent cela parce que je trouve que leur rendu, leur rigidité, leur élasticité lorsqu'on les pousse sur le papier sont vraiment bien compatibles avec la gouache, en tout cas avec les gouaches de chez IMI, qui sont celles que j'utilise principalement. Et enfin, une fois que mon aquarelle est complètement sèche et que je l'ai décollée de son support, je vais souvent venir rajouter des petits détails au crayon couleur. C'est quelque chose que je ne faisais pas du tout avant, mais que je prends vraiment goût à faire ces temps-ci parce que ça me permet de rajouter un petit peu de précision dans mes ombres et lumières et aussi un petit peu de texture, et j'avoue je trouve ça plutôt sympa. J'ai une vieille boîte de crayons de couleur aquarellables de chez Faber-Castell et c'est ce que j'utilise le plus. Rien de bien exceptionnel, c'est la boîte qu'on achète pour les étudiants la plupart du temps, et ils me suffisent tout à fait. Mais en plus de cela, en petit détail supplémentaire un peu rigolo, je me suis acheté 2 petites boîtes de 12 crayons de couleur qui me servent étonnamment souvent. Je m'attendais vraiment pas parce que je pensais que ça allait vraiment être du gadget. Il y a donc cette boîte de crayons de couleur de chez Printworks, qui sont des crayons de couleur néon, et donc il y a 12 couleurs différentes, et je pensais vraiment pas m'en servir autant que je m'en sers en réalité, mais j'adore rajouter des petites touches un peu fluo néon sur mes dessins. Ça donne pas l'impression qu'on est dans les années 80, hein, mais ça apporte de la lumière et du relief, et je trouve ça assez sympa. Et sinon, enfin, les crayons dont je me sers étonnamment souvent, c'est ces crayons de chez Moleskine. En soi, c'est des crayons de couleur, tout ce qui est de plus classique. La qualité est décente, mais pas exceptionnelle. Ils sont excessivement fragiles, mais j'adore la gamme de couleurs de cette boîte. En fait, elle est pleine de couleurs un petit peu ternes, désaturées, et je trouve ça joli. Je trouve que ça fonctionne bien avec la gamme de couleurs que j'utilise beaucoup à l'aquarelle. Ces 2 boîtes de crayons, du coup, c'est un peu des achats en mode du nouveau matériel d'art, trop bien, dont je vais probablement jamais me servir, et en réalité il s'avère que je m'en sers vraiment souvent. Et voilà, c'était donc tout le matériel que j'utilise pour faire des illustrations à l'aquarelle. Si la vidéo vous a plu, qu'elle vous a intéressé, qu'elle vous a apporté quelque chose, n'hésitez pas à lui mettre au moins un petit pouce vers le haut, ça me fait toujours très chaud au cœur et ça me permet de savoir un petit peu quel type de contenu vous intéresse et quel type de contenu je peux arrêter de faire parce que tout le monde s'en fiche. Si vous avez des choses à me recommander comme matériel, ou bien des conseils à me donner, ou des remarques à faire, vous pouvez laisser un commentaire juste en dessous. C'est aussi ça qui permet à YouTube de comprendre que la vidéo est intéressante et donc de la proposer à plus de monde. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez aussi bien sûr vous abonner, appuyer sur la cloche qui est... je sais plus, elle bouge de toute façon, mais ça vous permet d'être alerté sur mes prochaines vidéos, et sachant qu'en ce moment je suis pas très régulière, ça peut peut-être vous être utile. Et puis vous pouvez aussi me retrouver sur les réseaux sociaux. Quant à moi, je vous remercie d'être arrivé jusqu'ici, merci de m'avoir consacré autant de temps, et je vous dis à très vite sur les réseaux sociaux et pour une prochaine vidéo. Salut!